Bonsoir et bienvenue ici à la Maison du Danemark. Je suis Marius Ansten, le conseiller culturel à l'ambassade. Je suis heureux de vous voir si nombreux. C'est incroyable, c'est visiblement un thème qui vous intéresse. Et je suis évidemment très heureux de pouvoir vous présenter deux femmes que je connais comme des femmes heureuses, mais c'est pas pour ça que vous êtes des invités ce soir. Vous êtes invités parce que vous avez écrit deux livres très différents, effectivement, mais qui traitent le même sujet, le bonheur. Et donc, voilà, Claudia Sénic, normalienne, professeure à la Sorbonne et à l'école d'économie de Paris. À l'école d'économie de Paris. Et Malene Rudel, danoise, voilà, qui travaille pour Hyatt, comme le titre précis, c'est directrice de la communication. Directrice de la communication à Hyatt. Je suis très contente d'être ici, je suis vraiment ravie du nombre. Ce livre, en fait, c'est l'économie du bonheur. C'est un peu le bilan de ce que j'ai fait depuis presque 14 ans dans mon domaine de recherche, qui est l'économie du bonheur. Donc, les économistes se sont mis à s'intéresser aux aspects subjectifs, ressentis, déclaratifs, donc aux représentations des gens, pour essayer de savoir si finalement tout ce qu'on faisait comme politique publique, comme politique économique, si l'organisation de la société, si l'économie de marché, si la croissance rendait les gens heureux, sachant que c'est le but de chacun, d'être heureux. C'est le modèle de l'action économique. On suppose toujours que les individus essayent d'atteindre un niveau de bien-être aussi élevé que possible, c'est ça le modèle de base de l'économie. Et donc les gouvernements, en tout cas dans un pays démocratique, doivent être au service de cet objectif qui est que le bien-être, le bonheur de la population. Donc l'idée c'est d'essayer de savoir si effectivement les politiques atteignent leur but. Alors normalement ça ne se mesure pas, le bonheur, c'est quelque chose qu'on n'observe pas. Donc pour essayer de savoir si la politique atteint son but, on essaie de mesurer des choses intermédiaires, des objectifs intermédiaires comme le revenu national ou l'emploi ou des choses qu'on peut observer. Mais en fait depuis les années 70, dans les grandes enquêtes nationales et internationales, on a introduit des questions subjectives qui demandent aux gens de dire s'ils sont heureux ou s'ils sont satisfaits de leur vie. On leur demande de se mettre une note sur une échelle de 0 à 10. 0, très malheureux, 10, très heureux. Et vous êtes à combien? Et donc, on demande aux gens de mesurer eux-mêmes leur propre bonheur sans leur dire ce qu'on entend par là. Et après, dans les enquêtes, on a plein d'informations sur les conditions de vie réelles des gens, leur emploi, leur niveau d'éducation, leur vie, leurs revenus, etc. Et on peut mettre en relation la note qu'eux se donnent et leurs conditions de vie objectives. Voilà, donc la méthode c'est ça. Et après, nous les économistes, la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille dans le bon sens? Est-ce qu'il faut plus ou moins de croissance, plus ou moins d'emplois, une société plus ou moins inégalitaire, des institutions plus ou moins démocratiques, plus de démocratie locale, moins de démocratie locale, comment est-ce qu'il faut organiser les entreprises pour que les gens soient plus heureux dans le travail, etc. etc. Donc on se pose des questions sur est-ce qu'on peut identifier des fondements économiques du bonheur ressenti par les gens. Bon, je vous dis tout de suite que on ne prétend pas tout expliquer, bien entendu l'énorme partie de ce qui fait que les gens sont heureux c'est ailleurs, mais ça relève de l'éducation, de la famille, peut-être de la génétique, j'en sais rien, mais en tout cas pour nous la question c'est est-ce qu'au moins on a quelques leviers, est-ce que l'économie dispose de quelques leviers pour accroître le bien-être des gens. Voilà, donc le projet de ce livre c'est ça. On va laisser la parole à Malene pour qu'elle explique le démarche dans cet autre livre qui est justement Heureux comme un Danois. Moi, ce livre est effectivement beaucoup basé sur ces études dont Claudia parle et dont son livre parle. Donc ça, c'est tout le côté analyse, data. Alors moi, je commence souvent par dire, fermez les yeux, je vais vous amener dans le pays le plus heureux au monde.
Il fait froid 9 mois dans l'année. Il fait nuit à 15 heures. L'imposition marginale aux alentours de 60%, à 52 000 de revenus annuels. TVA à 25%. 170% d'impôts sur les voitures. Je pense que vous vous dites, sauf peut-être ceux qui sont danois parmi nous, là, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent être si heureux ces Danois, c'est difficile c'est pas évident. Il y a de la bière quand même. Il y a de la bière, mais c'est pas forcément peut-être la première raison. Mais bon, j'en parle pourtant. Donc ce livre donne, donc, depuis une quarantaine d'années, on a commencé à mesurer le bonheur selon les méthodes que Claudia vient de décrire. Et depuis des années, donc depuis une quarantaine d'années, le Danemark arrive en tête. Et c'est quand même curieux parce que par rapport à une vision objective de ce qui rend heureux les gens, on n'aime pas les impôts, on n'aime pas quand il fait noir, quand il fait froid, etc. On se dirait mais pourquoi? Et donc moi j'ai voulu dans ce livre, d'une manière simple, accessible et j'espère compréhensible, ou expliquer ces raisons. Alors, je me suis appuyée sur à la fois des études, des statistiques, et aussi sur peut-être une vision beaucoup plus personnelle où j'amène aussi mon histoire, et comme je suis danoise, j'ai été élevée là-bas. Et je pense que j'en donne 10, mais il y a 3 piliers qui expliquent vraiment ce bonheur, où moi je préfère parler en réalité de bien-être, parce que le bonheur a une notion plus peut-être du moment que quelque chose qui a une base. On n'est pas heureux tout le temps. Donc c'est le bien-être au Danemark. Et le premier pilier, c'est la confiance. Au Danemark, il y a une confiance qui règne entre les gens à 78%. C'est un record mondial. Et cette confiance est encore plus élevée quand il s'agit des institutions, il est à 84%. Donc ça veut dire qu'une large majorité des Danois font confiance, non seulement entre eux, mais aussi aux institutions. Ce qui explique en même temps la volonté, et même la bonne volonté que les Danois ils ont à payer leurs impôts. 7 Danois sur 10 aiment payer les impôts, en tout cas trouvent l'accord entre ce qu'ils payent et ce que fournit l'État, très bien. Cette confiance, si vous voulez, je peux vous donner 2-3 images parce que c'est peut-être, je ne sais pas combien de gens il y a beaucoup de Danois, c'est ça, vous allez reconnaître, mais notamment au Danemark, vous laissez des poussettes volontairement devant les restaurants pendant que vous déjeunez parce que vous n'avez pas besoin de les surveiller parce qu'il y a cette confiance pendant qu'ils dorment devant. Vous allez à l'opéra et comme vous avez dû le remarquer ici, il y a une vestiaire maintenant surveillée. Donc vous allez à l'opéra à Copenhague, vous laissez votre manteau avec les 500 personnes ou les 700 personnes et puis vous retrouvez vos biens. Donc le système est vraiment basé là-dessus et ça donne une base de sérénité quand vous partez dans la vie et vous dites mais je fais confiance, c'est une certaine forme d'optimisme et c'est des sentiments positifs. L'autre pilier c'est l'éducation et l'éducation c'est peut-être, si on compare par rapport à la France, il y a aussi une différence évidemment dans la confiance que les gens ils font entre eux et surtout peut-être aux institutions. Mais l'autre grande différence et l'autre pilier pour cette bien-être, c'est l'éducation. L'éducation nationale au Danemark, l'objectif premier, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Et trouver le talent que l'enfant a à l'intérieur et là où il y aura une bonne place pour cet enfant. Donc il n'y a pas d'élite, il n'y a pas cette course à être le meilleur à l'école. La philosophie est la suivante, c'est-à dire que des enfants dans une classe qui a vraiment un talent dit intellectuel, il y a 1-2%, 3%. Donc le fait de s'occuper et faire un système où ça devient une référence et les autres se trouvent inférieurs ou même nuls, parce qu'on n'est pas bon en maths ou en langue, cette philosophie ou cette méthode n'est pas utilisée au Danemark. Donc l'enfant a une plus grande possibilité de développer une plus grande chance de devenir ce qu'il est réellement et être content d'avoir cette place dans la société. Et c'est une base qui est importante. Et d'ailleurs, si on regarde par rapport à un bien-être personnel et pas donc collectif dans l'ensemble d'une population, plus on est proche d'être qui on est réellement à l'intérieur, plus on est proche de vivre en harmonie avec la personne qu'on est, plus on vit bien. Et donc cette base, il donne
ils nous donnent ça au Danemark à l'école. Après, il y a aussi un système d'aide pour faire des études. Il y a une bourse de 780 € par mois pour tous les étudiants et l'école est gratuite. Donc les études supérieures, tout le monde a accès. Donc ça veut dire que la mobilité sociale au Danemark est extrêmement fluide et grande. Et donc le fils d'un ouvrier a autant de chances de devenir avocat qu'un fils d'un avocat. Et donc ça donne une grande liberté de choisir réellement sa vie. Et ça, c'est un grand pilier, ce choix et vraiment réellement choisir. Et puis, les enfants partent tôt de la maison. À 18 ans, 70% des Danois quittent la maison. Et donc, on a j'imagine on a beaucoup de parents ici. Les parents veulent toujours faire au mieux pour leurs enfants, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de projeter leurs ambitions, manquer, tout simplement, inspiration sur les enfants. Donc, il y a des enfants qui finissent par vivre l'effet miroir de leurs parents, parce qu'eux, ils souhaitent une certaine vie pour eux. Quand on quitte à 18 ans, les études sont gratuites, on est payé 780 € par mois, vous avez beaucoup moins ce problème. Donc les enfants, ils partent, ils vivent leur vie. Je suis désolée, je pense que je suis trop longue, mais c'est important. Le troisième pilier, c'est la responsabilité individuelle que les gens ressentent vers le projet commun. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que quand on vit dans une société et que les gens ils disent que les politiques sont tous responsables du système et nous on est victimes, bah du coup on n'est jamais content parce que c'est jamais assez bien ce qu'ils font, etc. Droite, gauche ou au milieu ou peu importe qui mène la politique, il y a toujours, et ça, des choses à dire évidemment, un critique à amener. Et ça au Danemark, les gens ils ont une responsabilité individuelle envers ce projet, donc il y a une certaine respect de l'autre et le fait de se dire je suis au chômage, il faut rapidement que je trouve un travail parce que le système ne peut pas porter trop de chômeurs, donc je cherche tout de suite. Il y a d'une manière générale cette responsabilité envers de ce projet commun qui est un projet extrêmement important. Donc je dis souvent que là je vous ai donné les 3 piliers, mais c'est pas les valeurs danoises, ces valeurs, c'est des valeurs humaines, donc c'est des valeurs qui peuvent, et moi c'est mon cas parce que j'ai quitté le Danemark quand j'avais 18 ans et j'ai grandi en tant qu'adulte en France et je vis avec les mêmes valeurs. Moi je suis très contente de payer les impôts ici et je cultive autant que je peux un environnement de confiance autour de moi. Et ça passe par le fait que moi, j'essaye d'avoir un comportement comme quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais je le fais aux autres aussi. Donc admettons que selon les études, il y a 22% de confiance en France. Je vais me dire, mais oui, mais donc, du coup, il faut pas le faire. Mais moi, j'ai dit qu'ici. Je dis ici parce que finalement, moi, je me fais pas avoir si souvent que ça. Même rarement. Et peut-être c'est tout simplement le fait de commencer par soi-même et appliquer ces valeurs, si on le souhaite dans une société, qui fait la différence. Non, c'est fort intéressant. Absolument. Il y a beaucoup de pistes à aborder, mais j'aimerais bien, pour faire un peu d'équilibre, éventuellement, que là tu as beaucoup parlé des Danois, et donc je pense que si Claudia peut nous parler un peu des Français, parce que là, l'image n'est pas la même, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et est-ce que vraiment les Français sont si malheureux? C'est pas le thème principal de l'ouvrage, hein. Ça parle plus de croissance, revenus, inégalité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en fait, en poursuivant ces recherches sur ces questions de est-ce que l'argent fait le bonheur, tout ça, j'ai découvert par hasard que dans toutes les enquêtes internationales, en fait, on essaye de raisonner en toutes choses égales par ailleurs, donc on essaye de neutraliser l'effet d'être en France plutôt qu'ailleurs, d'être marié plutôt, etc. Et donc l'effet d'être en France, à chaque fois, ça a attiré un coefficient extrêmement négatif et très statistiquement significatif. Autrement dit, pour des conditions de vie égales, le fait de vivre en France plutôt qu'en Belgique, un pays semblable et voisin, ou aux Pays-Bas, ou au Danemark, effectivement, ça fait que les gens se déclarent beaucoup moins heureux, et donc à conditions de vie égales, à revenus par tête égal, et même à indice de développement humain égal, quand on compare les pays européens, on voit que les Français se déclarent beaucoup moins heureux.
Et moi, il me semblait qu'il y avait quand même en France plein de choses objectives qui étaient tout à fait désirables. L'éducation est également gratuite, la santé est également gratuite, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel. Il y a plein de choses qui sont quand même très agréables à vivre. Et malgré tout, les Français sont moins heureux que si les Belges venaient vivre en France à la place des Français, et tout de suite la note remonterait d'un point sur une échelle de 0 à 10. Donc pourquoi? Est-ce que c'est en partie dans la tête? Est-ce que c'est en partie dans la manière de se représenter les choses, et d'adhérer au monde et d'apprécier la vie que l'on mène? Et j'ai essayé d'établir cette idée, cette hypothèse dans les faits, avec les données, les statistiques dont on dispose. Et effectivement, c'est ce qu'on trouve. Par exemple, quand on regarde les gens qui ont immigré en Europe en venant d'autres pays, mais quand on considère deux individus qui sont identiques et qui immigrent l'un en France et l'autre en Belgique, ben celui qui arrive en France n'est pas moins heureux que celui qui va en Belgique. Donc ce n'est pas les conditions objectives de vie dans le pays qui font le moindre bonheur français, c'est vraiment la manière de les ressentir. Et inversement, quand on observe la population de Français qui vivent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger dans un autre pays d'Europe, on voit que ceux qui vivent à l'étranger sont plus heureux que ceux qui sont restés ici. Mais ça, c'est un biais de sélection. C'est parce que ce sont des gens qui ont le dynamisme d'aller travailler à l'étranger. Mais même au sein des expatriés européens, les Français sont moins heureux que la moyenne des autres expatriés européens qui vivent en Europe. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la représentation, un peu la fonction de transformation des conditions de vie en bien-être ressenti qui est défaillante. Et donc, pour résumer ça, je vais calculer quelle était la probabilité de se donner une note de bonheur sur une échelle de 0 à 10 au-dessus de 7, donc 8, 9, 10. La probabilité d'avoir une note au-dessus de 7 est 20% réduite, elle est réduite de 20% si on est en France plutôt qu'ailleurs, pour des individus comparables. Donc, à quoi c'est dû? Alors, voilà, il y a deux manières, il y a deux hypothèses. Enfin, on peut essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas en France. C'est vrai que ces notions, responsabilité, confiance, responsabilité individuelle, élitisme du système scolaire, etc., ce sont des hypothèses, c'est très dur à établir. La relation de causalité est dure à établir parce que chaque système a ses propres traits et ça fait équilibre, ça fait système. Et c'est pas clair qu'il faille forcément être heureux tous de la même manière. Donc moi je suis très séduite par le livre et en fin de compte je trouve que j'ai totalement adhéré à toutes les hypothèses, mais c'est dur de le démontrer. En revanche, ce qu'on voit dans le cas français, c'est un manque de projection vers l'avenir, un manque d'optimisme, des anticipations pessimistes, un manque d'adhésion au monde tel qu'il va, et là où il va. Probablement une attitude mentale plutôt nostalgique, tournée vers une idéalisation d'un passé qui s'éloigne, et dans lequel on était, tout était merveilleux, la France était un grand pays, et pas tellement d'appétence pour le nouveau monde globalisé qui, de toute façon, est comme ça. Et en fin de compte, je ne vais pas non plus être trop longue, mais il y a un économiste qui s'appelle Robert Boyer, qui n'est pas du tout un libéral, qui est un homme plutôt... c'est un des chefs de file de l'école de la régulation, donc plutôt très à gauche, qui a écrit un jour un livre sur le Danemark. Et il a présenté ce livre lors d'une conférence, c'était il y a quelques années, je ne sais plus, 5 ou 7 ans. Je m'attendais à ce qu'ils disent la raison pour laquelle tout va bien au Danemark, c'est parce que l'État-providence est extrêmement fort, les impôts sont très élevés, la solidarité est très élevée, etc. Toutes choses qui sont vraies. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'au Danemark, la raison pour laquelle ça va bien, il n'y a pas de chômage et les gens sont contents, c'est parce que quand il y a un problème, il est vite réglé. Et en fin de compte, les réformes se prennent très facilement, les gens arrivent à se concerter, à se mettre d'accord sur que faire pour s'adapter aux chocs, que faire pour s'ajuster. Des chocs, ce qu'on appelle nous les chocs. C'est quand il arrive des choses qu'on n'avait pas prévues et qui nous forcent à nous adapter, pas forcément d'une manière qu'on aurait voulu a priori, mais c'est comme ça. Et apparemment, d'après cet ouvrage de Robert Boyer, les réformes se prennent quand même de manière beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus facile au Danemark. Et en fait, ça, c'est peut-être ça, en fait. Et peut-être que le problème, à contrario, en France, c'est qu'on a vraiment du mal à s'adapter et à adopter des réformes qui parfois sont imposées. C'est vrai qu'on n'aurait pas voulu, mais la réalité nous l'impose et finalement, parfois, on a tendance à refuser de le faire, à se crisper sur le passé et finalement, ça ne peut rien donner de bon parce que s'il faut s'ajuster, il faut s'ajuster. Et c'est peut-être ça, finalement, le trait essentiel qui distingue ces deux modèles. Je me demande si les Danois qui vivent en France sont plus heureux que les Danois qui sont restés. Là, on peut effectivement faire le constat que les Danois sont plus heureux que les Français. Mais c'est ce qui vous intéresse dans votre livre, c'est pas seulement de faire ce constat, mais c'est aussi d'essayer de travailler sur une méthode et d'essayer de comprendre quel rôle joue le bonheur dans l'économie d'un pays. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ?
Moi, ce qui m'intéressait en fait dans ce livre, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'est-ce que l'économie, comment l'économie peut favoriser ou non le bonheur des gens. Et c'est vrai qu'il y a une relation aussi inverse dans l'autre sens, c'est-à-dire que le bonheur aussi favorise l'économie. Donc, qu'est-ce qui dans l'économie favorise le bonheur des gens? Donc, la grande question dans ce champ de recherche, elle est née d'une étude d'un économiste qui est aussi en fait un démographe, qui s'appelle Richard Esterlin, un Californien, qui, dès les années 70, a posé cette question de manière assez ironique. Est-ce qu'en augmentant le revenu de tout le monde, on va augmenter le bonheur de tout le monde? Et lui, il répondait non. En disant, ben non, parce que quand on regarde les choses sur le long terme, quand on prend deux points assez éloignés dans le temps, par exemple 1945 et 2010, et qu'on mesure le bonheur moyen d'une population, entre ces deux points, même si le revenu par tête a été multiplié par 3, le bonheur est resté stable. Donc lui, il répondait non. Et il disait, c'est parce qu'en fait, dans la vie, tout est relatif. Donc ce qui compte, c'est pas mon revenu, c'est l'écart entre mon revenu et puis la norme à laquelle j'aspire, qui est donnée par mon collègue, mes voisins, mon beau-frère, etc. Donc si tout est relatif, évidemment, ça sert à rien d'augmenter le revenu de tout le monde parce que les écarts existeront toujours et finalement, la croissance, ça sera un jeu à somme nulle, comme on dit. C'est-à-dire que la moyenne n'augmentera pas. L'autre explication, c'est que de toute façon, on s'habitue. Ce qui compte, encore une fois, c'est l'écart entre ce à quoi j'aspire et ce que j'ai. Et comme les aspirations évoluent en même temps que ce qu'on atteint, bien les écarts ne seront jamais comblés. C'est-à-dire que je travaille plus parce que je veux m'acheter une voiture ou une maison ou quelque chose. Une fois que je l'ai, je suis contente. Mais au bout d'un moment, je m'habitue et j'ai envie d'autre chose. Donc cette vision très pessimiste sur la croissance a donné lieu à un énorme champ de recherche qui essayait de voir si c'était vrai, que tout est relatif, et si c'était vrai, qu'on s'habituait à tout, et donc... effectivement, on a montré que les comparaisons, la relativité, ça comptait beaucoup, que l'adaptation, ça jouait, mais il n'y avait pas que ça. Ça, c'est pour le côté économie, la flèche qui va de l'économie vers le bonheur. Enfin, pour finir là-dessus, moi, dans mes travaux, j'ai montré que ça compte, les comparaisons et l'adaptation, mais en fait, dans la croissance, il y a aussi, on en reparlera peut-être, il y a aussi la promesse de quelque chose de mieux, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre, de créer de l'innovation, etc. Et que ça, c'était quand même très important, et ça jouait beaucoup de l'anticipation. Alors justement, c'est là que le bonheur joue sur la croissance, c'est que le bonheur, ça va avec l'optimisme, le fait d'anticiper quelque chose, de se projeter avec goût vers le futur. Et ça, évidemment, c'est le cœur de l'économie. Les anticipations comptent énormément. Les anticipations, c'est vraiment une pièce centrale du bonheur. Le fait de penser que demain va être bien, c'est vraiment une condition essentielle. Le fait d'avoir un projet, c'est une condition du bonheur. C'est peut-être même que c'est le projet qui est la condition du bonheur et pas forcément le fait de réussir à le mener à bien. C'est plutôt le chemin, la route, enfin la tentative. On sait bien que c'est ça. Et donc les anticipations sont le cœur de l'économie, puisque quand je suis optimiste et que j'entreprends quelque chose avec l'idée que ça va marcher, je l'entreprends effectivement et donc j'invente, j'investis, je crée, je produis. C'est la croissance. Et quand au contraire je suis pessimiste, je me dis ça ne marchera pas donc je ne fais rien et effectivement l'économie est en berne. Mais même dans les modèles les plus anciens, même chez Keynes, les anticipations, c'est le cœur de l'économie. C'est pour ça que le bonheur et l'optimisme qui va avec sont des ingrédients de l'économie. Effectivement, il y a même des économistes comme Yann Algan et Pierre Cahuc qui ont beaucoup travaillé sur la confiance et qui ont justement bien montré ce que vous avez dit, que la confiance était plus élevée au Danemark et dans d'autres pays du Nord, et qui ont montré qu'à cause du fait qu'en France on manquait de cette confiance et de ce bonheur, on perdait plusieurs points de croissance tout le temps, chaque année. Donc effectivement, je pense qu'il y a des relations fortes entre économie et bonheur. Dans les deux sens. Il y a quelque chose là qui touche autour du le rôle entre c'est ce que peut faire l'État, enfin les structures. Justement, Marlene a évoqué les bourses. Il y a effectivement quand même le fait de vivre dans un État qui est bien organisé, où les choses sont réglées assez vite, mais en même temps, il y a ce sujet, le bonheur, c'est en même temps, c'est pas seulement ça. On peut arriver à un moment où il y a des structures, et puis finalement, ça dépend de chacun d'entre nous de vivre sa propre vie. Enfin, où sont ces frontières-là? Est-ce que tu peux en dire quelque chose? La responsabilité de chacun En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la somme, le résultat d'un bonheur collectif, c'est pas la somme du bonheur individuel. C'est les gens peuvent, et je crois d'ailleurs en France, c'est le cas, c'est que je ressens pas que les Français individuellement sont très malheureux,
ils sont plutôt heureux, en tout cas des gens qui m'entourent, mais je pense que c'est une dépression collective, un malheur collectif qui est assez curieux et peut-être paradoxal, parce que moi, mon entourage, même large, je ne sens pas des gens malheureux. Il y a un côté râleur qu'on peut analyser ou comprendre comme être malheureux, mais moi, enfin, je pense qu'il faut aller au-delà de ça, parce que c'est presque culturel de parler de cette manière et d'être très critique, mais après, quand je regarde les vies, ils ne sont pas malheureux, enfin, individuellement, mais il y a ce malheur collectif. Mais je pense que entre ce qu'on ressent dans un pays, et puis, contrairement à ça, quand on demande individuellement aux Danois, s'ils sont très heureux, ils ne vont jamais le dire de cette manière. Et d'ailleurs, ces rapports qui sortent, et je pense que Claudia dira la même chose, il y a notamment le World Happiness Report qui est devenu assez grand public comme référence. Et là, c'est plein de critères différents. C'est pas uniquement la question est-ce que vous vous sentez heureux dans la vie, c'est 6 ou 7 critères qui sont additionnés, des chiffres de Gallup, etc. Donc il y a plein de critères qui arrivent à dire c'est un pays heureux. Après, puisqu'il relève de ce chemin qui a trouvé le bonheur individuel, je pense qu'on peut le trouver dans n'importe quel pays. Après, c'est un chemin à faire personnel. Là où il y a une chance, on a un avantage au Danemark, c'est qu'on nous donne beaucoup de confiance en nous et on nous donne une grande liberté. Et cette liberté et cette responsabilité tôt à dire à 13 ans, une grande majorité des Danois, ils gagnent leur propre argent de poche. Et j'insiste sur cette indépendance vis-à-vis des parents, qui est très importante. Parce que dès lors qu'on a une possibilité plus grande à vraiment choisir notre vie, et moins guidé par les idées de la société, les normes, les références, l'élite, on a quand même plus de chances à vivre notre propre vie, et pas la vie voulue par les parents, la société, parce que... Et ça, je pense que c'est vraiment une des grandes raisons de ce bonheur danois. Moi, après, j'ai quitté le Danemark à 18 ans, donc on peut se dire, mais c'est le pays le plus heureux, il faut vite retourner, parce que qu'est-ce que vous faites là? Mais, encore une fois, moi je trouve que c'est un privilège de vivre en France. Pour moi, c'est le pays du bonheur, et je trouve qu'il y a un potentiel formidable de le cultiver. C'est sûr que c'est pas le livre d'ailleurs à gagner, je ne savais pas que ça existait, mais il y a un prix de l'optimisme, donc c'est le livre le plus optimiste. Alors ça m'a... de l'année 2014, ça m'a fait sourire parce que j'ai eu des réactions de mon entourage français où j'ai bien compris que la notion de l'optimisme en France avait une connotation de naïveté. Alors que c'est dommage, parce que l'optimisme, c'est le fait d'y croire, c'est de dire que je peux changer les choses, même à mon petit niveau. Et quand vous regardez l'égalité des chances, ok, en France, il n'y a pas peut-être une grande égalité des chances, et c'est peut-être difficile, si on vient d'un milieu plus modeste, de faire une grande école, ou de faire toutes les études du monde, mais je pense qu'on est tous responsables de ce système, parce que c'est à ceux qui détiennent le pouvoir dans le poste aussi à être un peu plus indulgents et regarder plus peut-être la personne, la motivation, au lieu de regarder systématiquement les diplômes pour débloquer cette situation. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses, et c'est pour ça que je reviens vers cette responsabilité individuelle. Je pense que le changement que les gens attendent, ça ne va pas forcément venir d'en haut, ça viendra de nous, si on le souhaite. Et ça, c'est ce que j'appelle la responsabilité individuelle, c'est de se sentir responsable individuellement de la société dans laquelle on vit, les valeurs qu'on souhaite avoir autour de nous, et pas se dire je suis victime parce que tel et tel homme politique a triché. Ben oui, mais pourquoi prendre l'exemple de quelqu'un qu'on ne respecte pas ou qu'on n'admire pas? Faites-vous d'abord ce que vous estimez être le bon modèle, la bonne référence. Et après, oui, est-ce que c'est parce que le Danemark est petit, du coup on a été élevé comme ça? Peut-être, mais en tout cas, moi depuis 20 ans, je le pratique en France et ça ne me rend pas plus malheureuse. Au contraire, je suis très heureuse de vivre ici. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que Française et en tant que chercheur? Est-ce que les différences entre nos deux pays, notre comportement, notre système, notre façon d'être élevé,
est beaucoup trop large. Est-ce que les Français peuvent apprendre quelque chose et vice-versa? Moi, je pense que les institutions comptent beaucoup, les institutions diverses, politiques, de l'éducation. Donc, bien sûr, il y a des choses à faire de ce domaine-là. Donc, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que la France a un système très élitiste, et apparemment le Danemark, non. Mais je sais pas, j'avais l'impression que le problème en France, c'est pas tellement l'élitisme, parce que l'élitisme, c'est d'identifier les gens qui sont les meilleurs pour occuper certaines fonctions. Moi, bon, étant française, il me semble que c'est la définition de l'allocation efficace des ressources. Mais le problème en France, c'est plutôt que l'élitisme est trop étroit. C'est-à-dire qu'on avait un système scolaire qui concernait très peu de gens. Ensuite, ce système s'est massifié au sens où maintenant tout le monde fait des études et on a cet objectif de 80% des élèves au bac. Et pour autant, on n'a pas augmenté, on n'a pas ouvert plus les portes des formations d'excellence. Et donc, finalement, l'élite, elle est restée toujours aussi peu nombreuse, dans un système où autrefois, finalement, la porte n'était pas très étroite par rapport au nombre de gens qui entraient à l'école. La porte vers les grandes écoles, disons, n'était pas très étroite. Aujourd'hui, elle est devenue très étroite. Alors qu'aux États-Unis, l'entrée et l'accès aux grandes universités, Ivy League par exemple, a été multiplié par 5 en termes de cohorte. Donc le problème de l'élitisme français, c'est qu'il est trop étroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, on doit multiplier les promotions dans les formations d'excellence, d'une part. Et d'autre part, que cet élitisme, il est trop unidimensionnel. C'est-à-dire qu'on continue à sélectionner les gens sur des critères qui sont très peu nombreux, en gros les maths et le français. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de talents qui sont très utiles pour réussir dans la vie, mais ils ne sont pas reconnus au stade de l'école. Donc j'ai l'impression qu'au Danemark certainement, mais même en Angleterre, même ailleurs, le fait de faire, je sais pas, d'expression artistique, le théâtre, les projets collectifs, il y a plein de choses dans lesquelles on peut être très doué, très bon, et ça va correspondre à des carrières. Mais en France, jusqu'à un âge très avancé, ça ne compte absolument pas. Les matières artistiques, c'est la récréation. Les langues, on les enseigne pas. Donc finalement c'est ça le problème de l'élitisme français, c'est pas forcément d'être élitiste, c'est la nature de cet élitisme qui est resté très restreint en termes de contenu et en termes de nombre. C'est la qualité. Ouais, et c'est en train de changer un peu parce que maintenant, en principe on n'y touche pas, c'est-à-dire que l'inscription à l'université reste libre, non sélective et gratuite, mais en réalité plus ça va, plus il y a maintenant des bilicences qui se créent. À la sortie du baccalauréat, et dans ces bilicences, on fait par exemple histoire et maths, ou philo et maths, ou art et physique, etc. Il y a des petites promotions en fait, de 30 personnes. Donc en fait, sans le dire, on fait de la sélection, et c'est bien. C'est-à-dire qu'on va recréer des formations plus sélectives, avec des gens qui auront été choisis, qui auront le sentiment d'être une cohorte, un peu comme une école. Et voilà. Et donc en fin de compte, le changement se fait à bas bruit, sans se dire. De manière minoritaire encore, mais forcément ça se fera parce qu'on ne peut plus avoir ce système quand même de dualisme extrême entre l'université qui sélectionne personne, et voilà, dans lequel, bon, on sait bien ce que c'est, et puis des écoles qui au contraire s'occupent très bien de leurs élèves. J'aimerais te poser une dernière question quand même, parce que je pense que nous, les Danois ici, on est quand même des invités, donc il faut être bien honnête envers les Français et gentil. Donc j'ai envie quand même qu'on parle pas seulement des malheureux Français, mais aussi qu'il faut quand même avouer qu'au Danemark, toi-même, tu es venu t'installer ici. Je sais que c'est pas parce que tu aimais bien le Danemark, visiblement, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une face cachée quelque part au Danemark? Quelque chose qui rend un peu moins heureux, parfois? Je pense surtout qu'il y a, c'est un pays extrêmement homogène, donc les gens se ressemblent beaucoup, et ça peut-être on pourrait dire que par moments ça manque un peu de fantaisie, on dîne à 18h, se couche tôt, et il y a cette mentalité au Danemark, ça s'appelle, c'est une culture, c'est basé sur la loi des gender, de ne pas se prendre pour un supérieur. Donc ça veut dire que les Danois, ils se vantent pas de leur succès. Donc c'est ce côté calme, vie de famille, pas sortir du lot. Après, je pense que pour une population, c'est plutôt quelque chose de positif, parce que justement, ce que disait Claudia par rapport à ses revenus relatifs,
moins les gens montrent, moins les gens se vantent, plus il y a d'égalité, moins on ressent cette frustration et donc plus la majorité des gens vivent bien. Maintenant, après, moi j'avais peut-être au fond de moi un côté un peu aventurière, hein, donc je voulais partir à l'aventure. Et je suis tombée amoureuse de ce questionnement en France, toutes ces références philosophiques, tout cette joie que moi j'avais, peut-être pas une joie de vivre, mais une soif de vivre, de connaissances, d'histoire. Au Danemark, on n'a pas de rêve de grandeur, ce qui aide notre bien-être, parce que il y a une certaine, moi j'appelle ça dans mon livre des attentes réalistes vis-à-vis de la vie. C'est pas une question de vouloir être le meilleur d'ailleurs, ou de gagner d'ailleurs. Le plus important pour un Danois, c'est d'avoir participé. Et c'est une notion qui est très importante parce que quand c'est ça qui est le plus important, bah finalement il y a moins de pression et finalement la majorité, parce qu'il y a une qui gagne ou un qui gagne. Et donc cette ambiance-là fait beaucoup. Après, il y a si on doit parler des côtés un peu sombres, il y a une consommation excessive d'alcool parmi les jeunes. C'est le pays dans le monde où il y a le plus de jeunes qui ont été ivres dans la rue. Voilà, pour le coup, on ne peut pas être très fier de ça. Est-ce qu'après ça relève d'un potentiel de dépression chez les petits jeunes, etc. Je ne crois pas. Mais bon, enfin, c'est pas un côté positif. Il y a, alors c'est un peu un mythe maintenant le côté suicide, parce que c'est pas, malheureusement, enfin c'est pas un sujet très gai, mais il y a plus de suicides par habitant en France qu'au Danemark. Mais bon, enfin, ça reste quand même, c'est pas un indicateur de bonheur non plus. Et puis à la fin, il y a cette fameuse consommation d'antidépresseurs qui est très élevée au Danemark. Très élevé. Très élevée. Oui. Oui, très élevé. C'est le 4e pays au monde de consommation d'antidépresseurs. Alors, la France n'est pas si élevée sur la liste là-dessus. Non, mais élevée, mais pas aussi élevée que le Danemark. Alors, pourquoi il y a cette consommation d'antidépresseurs, alors s'ils sont si bien, mais ça n'a pas de sens. Et donc après, il y a des gens qui ont tenté de dire « Ah bah alors, ils sont heureux parce qu'ils prennent des antidépresseurs. » Ça, je pense qu'on va établir tout de suite le fait qu'un antidépresseur n'a jamais rendu personne heureux. Ça stabilise au mieux dans une période difficile. Donc ça, on le met à l'écart. Après, c'est quand même intéressant de dire, mais pourquoi, comme s'ils sont bien quand même, pourquoi 4e pays? Alors, il se trouve que les 4 premiers consommateurs d'antidépresseurs, c'est aussi les 4 premiers pays de bien-être. Et ça s'explique, enfin si on tente de l'expliquer, c'est notamment dans l'absence de tabou dans la société. C'est-à-dire que pour un Danois ou un Australien, le fait de dire « je vais mal », je divorce, j'ai perdu mon travail ou une autre raison, je le constate moi-même, je le rends officiel, c'est-à-dire je vais chez le médecin et je le traite, l'action, je sors de là, je vais mieux. Ça, c'est pas un problème. Alors qu'il y a d'autres cultures, le dire à soi-même, c'est impossible. Le rendre officiel, c'est un cauchemar. Enfin, on ne peut pas imaginer, et le traiter encore moins. Donc, il y a cette liberté de pouvoir finalement dire « je vais pas bien ». Et on peut en parler en plus dans des dîners. C'est pas inhabituel que quelqu'un dit depuis le décès de ma mère, j'ai pris un peu d'antidépresseurs parce que j'avais vraiment besoin de cette aide. C'est chimique, hein, donc c'est un médicament. Donc j'ai besoin de cette aide. Maintenant, je vais mieux. Donc j'ai pris 6 mois. Je vais mieux. Donc maintenant, je sors de là. Et après, il faut quand même aussi dire que les statistiques sont un tout petit peu faussées parce que des pays où c'est quand même difficile de vivre, enfin, j'en sais rien, comme l'Irak, l'Iran, peut-être la Chine, bon, il n'y a pas de consommation d'antidépresseurs. 1, parce qu'il n'y a pas un grand accès. Et 2, parce qu'ils ne se sentent pas là dans leur vie. Donc s'il y avait de l'accès et qu'on pouvait librement l'exprimer, bon, j'en sais rien, mais en tout cas, les chiffres sont quand même un peu faussés par tout cela. Bon, c'était pas très gai cette fin, donc j'espère qu'on va en parler d'autres choses.